Le silence de Pine Ridge. Depuis des années, le vétéran Nick Miller ne trouvait la paix que dans la quiétude rituelle qu'il partageait avec son plus fidèle compagnon, Toby, un ancien chien de service. Chaque matin, le même rituel se répétait, un café noir fumant sur le porche, le souffle glacé des rocheuses du Colorado et la compagnie silencieuse de ce berger allemand au regard sage. C'était leur équilibre fragile, leur manière de tenir le monde à distance. Mais, un matin d'automne, cette harmonie se brisa. Toby, d'ordinaire si discipliné, refusa soudain d'obéir. Ses yeux ambrés, d'ordinaire calmes, brillaient d'une urgence étrange. Ignorant les ordres de Nick, il tira sur sa laisse, haletant, comme mu par une force invisible. Le chien l'entraîna hors du sentier familier, vers un coin de forêt oublié, où la nature semblait avoir refermé ses bras depuis des décennies. Là, dissimulée sous un rideau de lierre et d'ombre, s'ouvrait une ancienne mine, presque avalée par le temps. Dans la fraîcheur souterraine, Toby s'arrêta net. Entre ses pattes, il dégagea un petit éclat métallique couvert de terre. Nick s'accroupit, écartant doucement les feuilles mortes. C'était un bracelet d'enfant, en argent terni. Gravé sur le métal, un nom, celui d'une petite fille disparue 2 ans plus tôt, un nom qui avait hanté les habitants de Pine Ridge comme un chagrin silencieux. La silence du matin dans les montagnes était un langage que Nick Miller comprenait mieux que les mots. Il y entendait les battements secrets du monde, le chuchotement du vent dans les pins centenaires, le cri lointain d'un jet bleu, et le rythme obstiné de son propre cœur. Assis sur le porche de sa cabane de bois brut, sa forteresse contre le monde, il regardait les premiers rayons du soleil déborder comme un or liquide sur les crêtes acérées du Colorado. Nick avait 52 ans, et chaque année semblait avoir gravé un peu plus de granit dans son visage. Sa haute silhouette restait droite, musclée par une vie passée sur les terrains les plus durs. Ses cheveux bruns, coupés courts à la manière des militaires, grisonnaient aux tempes. Une barbe bien entretenue encadrait une bouche souvent silencieuse, et dans ses yeux fatigués brûlait une bonté que même les souvenirs ne pouvaient éteindre. Son uniforme quotidien était simple, une chemise de flanelle usée, bleue et grise, passée sur un t-shirt délavé, un jean pâli par le temps, et ses bottes solides les mêmes qui avaient foulé le sable des déserts étrangers. À ses pieds, couché avec une dignité tranquille, Toby veillait. Toby n'était pas un simple chien. C'était un frère d'armes. Âgé de 9 ans, son pelage, un mélange noble de gris, de noir et de blanc, portait les marques du temps comme une médaille. Ses yeux ambrés, perçants et intelligents, trahissaient la vigilance d'un soldat qui ne dort jamais tout à fait. Tous deux avaient servi l'homme et le chien dans des lieux où le vent portait d'autres odeurs, plus amères, plus humaines. Ils avaient été blessés par la même explosion, Toby gardait une cicatrice argentée sur la hanche, et Nick, une fracture invisible au plus profond de lui-même. Désormais, ils montaient la garde ensemble, seuls sentinelles d'un monde qui les avait oubliés. Chaque matin, le rituel demeurait sacré, café brûlant, silence, puis la longue marche dans la forêt. Mais ce jour-là, quelque chose en Nick avait changé. Il ne chassait pas pour la viande ni pour le sport. Il chassait pour le silence intérieur, pour éteindre les voix du passé. Le tir, la traque, la précision, tout cela exigeait une concentration absolue, et dans cette concentration, les souvenirs s'effaçaient. 1 heure plus tard, ils avançaient dans la forêt avec la coordination d'une patrouille en territoire hostile. Les pas de Nick étaient mesurés, silencieux. Toby, ombre grise entre les troncs, se mouvait avec la grâce d'un fantôme. Il suivait la piste d'une biche, fine empreinte fraîche dans la terre humide. Puis, dans une clairière baignée d'une lumière dorée, Nick la vit. La biche se tenait immobile, le museau levé vers le vent. Elle était belle, fragile, et d'une pureté qui fendait le cœur. Et soudain, la forêt disparut. Le parfum des pins céda la place à une autre odeur, poussière, soleil, peur. Le sol n'était plus de mousse et de feuilles, mais de sable brûlant et de pierre. Nick n'était plus dans le Colorado. Il était revenu à Kandahar, en 2009. Le soleil y tombait comme un marteau. Il tenait dans sa main non pas une arme, mais la petite main d'une fillette afghane, pas plus de 8 ans. Dans l'autre main, elle serrait un cerf-volant rouge, éclatant de vie dans ce monde de poussière et de mort. Elle s'appelait Anla. Il lui avait promis qu'il la ramènerait à la zone sûre. Il se souvenait encore de la douceur de ses doigts dans les siens, du rouge flamboyant de son cerf-volant dans le ciel beige, et du sifflement de son mince et traître qui précède l'explosion. Puis, le monde avait basculé. Le feu. Le bruit. Le vide. Et, plus tard, ce cerf-volant rouge déchiré, gisant dans la rue. Nick ferma les yeux. Son souffle se coupa.
La forêt revint, mais le souvenir laissait derrière lui un goût de sang et de poussière. La biche avait disparu. Appuyé contre un pin, il tenta de reprendre son souffle. Son cœur battait trop fort, ses mains tremblaient. Le fusil pesait comme un fardeau. Toby accourut, silencieux, et posa son flanc solide contre la jambe de son maître. Il poussa un gémissement doux, un murmure de fidélité. Nick posa sa main sur sa tête. « Je vais bien, mon vieux », murmura-t-il. « Je vais bien. » Mais il mentait. Les fantômes hurlaient à l'intérieur. Alors, pour les faire taire, il lui fallait une mission. Quelque chose de concret, de physique, qui le détourne des souvenirs. Et c'est là qu'il se souvint d'une conversation avec Holman Henderson, l'épicier du village. Henderson avait parlé de la vieille mine du Murmure ou Whispering Mine, abandonnée depuis des décennies. Un endroit dont on disait qu'il était maudit. Un endroit que personne n'approchait. C'était parfait. Allons chasser des fantômes, Toby, dit-il en reprenant son souffle. Ils changèrent de direction, s'enfonçant plus profondément dans la forêt, vers les contreforts pierreux où la montagne gardait ses secrets. Pendant le premier kilomètre, Toby trottait calmement à ses côtés, fidèle à la routine. Mais plus ils approchaient du secteur décrit par Henderson, plus l'attitude du chien changea. Nick le sentit aussitôt. C'était un signal qu'il connaissait par cœur. Les oreilles de Toby se dressèrent, tournées vers une présence invisible. Son pas souple se fit rigide, sa queue descendit lentement jusqu'à devenir une ligne tendue, et son museau, soudain fixé au sol, frémissait avec une intensité presque fébrile. Ce n'était pas un cerf, ni un ours. C'était le Toby des opérations, celui du terrain, le spécialiste du pistage. Nick s'accroupit. « Qu'est-ce que tu as trouvé, mon grand ?» Aucune réponse. Toby était en mission. Il tira sur sa laisse, puissant, concentré. Nick le suivit sans hésiter. Il avait appris, au fil des années, que ce chien ne se trompait jamais. Le sentier s'effaça bientôt, avalé par la végétation. Ils durent franchir des fourrés épineux, des troncs couchés, des pierres couvertes de mousse glissante. L'air devint plus froid. Une odeur nouvelle, presque imperceptible, se glissa dans le vent. Nick la sentit à son tour, un parfum d'humanité. Pas celui d'un campement récent, non, quelque chose de plus ancien, de plus figé, presque fossilisé dans l'air. Une trace de vie là où il ne devrait plus y en avoir. Et, dessous, un autre arôme, celui du métal et de la pierre humide. Toby accéléra. Ses muscles roulaient sous son pelage, chaque pas chargé de tension. Il émit un gémissement grave, un son qu'il n'avait utilisé qu'en mission, quand il approchait du but. Ils débouchèrent devant une paroi de granit, lisse, couverte de lierre et de racines anciennes. Un œil distrait n'y aurait vu qu'une falaise. Mais Toby, lui, savait. Le chien gratta le sol, puis se dressa sur ses pattes avant, tirant frénétiquement sur un rideau de verdure. Le lierre céda lentement, révélant l'entrée béante d'un tunnel noirci par les années. Nick sentit un frisson lui parcourir l'échine. La mine du Murmure existait vraiment. Il s'agenouilla à côté du chien, passa la main sur son dos, sentant la tension vibrer sous la fourrure. L'obscurité devant eux semblait absorber la lumière du jour. L'air qui s'en échappait portait une haleine froide, lourde de secrets. Nick se pencha et ramassa ce que Toby avait dégagé à l'entrée. Un petit bracelet d'argent, couvert de boue, terni par le temps. Le cœur de Nick se serra. Il essuya la terre du pouce. Un nom apparut, gravé dans le métal. Celui de Lila Parker, la fillette disparue il y a 2 ans, dont la photo avait été punaisée des mois durant à la vitrine du magasin général. Le vent se leva dans les arbres, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. Toby, oreilles dressées, fixait la bouche noire de la mine. Nick Miller, soldat fatigué, sentit un vieux réflexe se rallumer au fond de lui. Une mission. Une raison d'avancer. Pas pour l'armée cette fois mais pour la vérité. Il posa une main sur l'épaule du chien. « On y va, vieux frère », murmura-t-il. Et ensemble, ils franchirent le seuil de l'ombre. Le silence du mineur. Nick écarta la végétation épaisse, ses mains fendillant des années de ronces et de broussailles. Derrière cette barrière verte, cachée comme un secret oublié du monde, se révélait une ouverture sombre et étroite. Un vieux cadre de bois, pourri, effondré, en était tout ce qu'il restait vestige d'une entrée de mine qu'on avait voulu effacer du paysage et de la mémoire.
L'obscurité qui s'y engouffrait semblait avaler la lumière d'automne, avaler même le souffle du vent. L'air qui en suintait était glacial, chargé d'une odeur indéfinissable, quelque chose de légèrement faux, de trop ancien. Toby, son chien, se tenait là, au bord du gouffre, sans aboyer. Il émettait un grondement profond, continu, qui vibrait dans sa poitrine comme un tambour d'alerte. Le poil hérissé, les yeux fixés sur la béance noire, il indiquait à son maître qu'ils avaient trouvé quelque chose de caché depuis très, très longtemps. Alors, l'homme céda la place aux soldats. Le réflexe militaire prit le dessus avant même que la peur n'ait le temps de naître. Nick posa une main ferme sur le cou de Toby et murmura d'une voix grave et posée. « Doucement, mon vieux. Reste. Surveille. » Le chien obéit, son grondement se fit plus bas, plus contenu, mais son corps demeura tendu, chaque muscle vibrant d'une vigilance animale. Nick sentait cette tension pulser sous sa main, le signe que la menace, ou le souvenir d'une menace, était bien réel. Il détourna les yeux de l'ouverture et balaya du regard la clairière autour d'eux. Son esprit, jadis obscurci par les spectres de Kandahar, redevint net, tranchant, précis. Chaque détail devenait un indice, un fragment de terrain, une feuille pliée, une ombre déplacée. Ce n'était plus un simple vétéran hanté par le passé qui observait, c'était un éclaireur, un analyste. Les vieilles rumeurs Coleman Henderson avait racontées n'étaient plus des histoires. Ce qu'il voyait là, c'était tangible. Son regard s'arrêta sur une parcelle de sol remué, près d'un bouquet de fougères. Il s'accroupit, genoux effleurant la terre humide. Là, presque effacé par la pluie et le temps, se dessinait un contour, une empreinte partielle, minuscule. Une empreinte d'enfant. Elle avait été laissée là il y a des années, mais à un œil entraîné, elle restait lisible. Nick se redressa lentement. Un peu plus loin, une branche basse de cerisier sauvage était brisée net, tournée vers le bas, non arrachée par le vent ni par la neige. Le bois gris, vieilli, racontait son histoire, quelqu'un était passé ici. Quelqu'un de petit, de pressé, peut-être de paniqué. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans son esprit avec une froide certitude. Ce n'était pas un endroit hanté. Ce n'était pas un mythe. C'était une scène. Quelqu'un avait été ici. Quelqu'un y avait été amené. Nick sortit sa lampe torche, une grosse lampe militaire capable de percer la nuit la plus épaisse, et donna un ordre bref. En avant. Toby s'engouffra aussitôt dans la mine, sans hésitation. Nick le suivit, chaque pas s'enfonçant dans la poussière du passé. Le passage du jour à la nuit fut brutal. L'air changea. Froid. Dense. Privé d'oxygène et de vie. Il sentait la pierre humide, la pourriture, et cette autre odeur, ténue, presque imperceptible, celle du chagrin ancien. Le faisceau blanc découpa le tunnel étroit, soutenu par des poutres suintantes, descendant dans les entrailles de la terre. Le silence ici n'était pas celui, vivant, de la forêt. C'était un silence mort, épais, qui avalait jusqu'au son de sa propre respiration. Toby avançait sans hésiter, suivant une piste invisible. Ses griffes cliquetaient doucement sur le sol pierreux. Nick, derrière, avançait lentement, ses bottes résonnant dans le vide. Il balayait la lampe de gauche à droite, observant les murs ruisselants et les outils rongés par un siècle d'abandon. Une cinquantaine de mètres plus loin, le couloir s'élargissait en une chambre où les mineurs d'autrefois avaient creusé la roche à la recherche d'un filon d'argent ou d'or. Des poutres pourries s'étaient effondrées dans un coin, un vieux seau rouillé gisait au sol. Des traces d'un monde oublié. C'est là que Toby se mit à s'agiter. Il s'écarta soudain, reniflant un recoin sombre dans la paroi, une petite alcôve, à peine assez large pour qu'un homme s'y allonge. L'endroit le plus abrité de la salle, invisible depuis l'entrée. Le chien se mit à gémir, un son aigu, plaintif, presque humain. Puis il gratta frénétiquement la terre meuble. Ses pattes envoyaient voler le sable et les pierres. « Toby, stop !» ordonna Nick d'une voix ferme, sans colère. Le chien s'arrêta, haletant, le regard désespéré tourné vers lui. Nick s'agenouilla dans l'espace étroit. Le faisceau de la lampe fixa la zone que Toby avait désignée. Rien qu'un peu de terre remuée. Mais Nick savait. Toby n'avait jamais eu tort. Il rangea sa lampe, retira ses gants, et se mit à creuser à main nue. La terre était glacée, collante. Ses doigts rencontrèrent bientôt quelque chose de dur, de froid. Pas une pierre. Il dégagea l'objet avec soin, le sortit, le frotta contre son jean. Une petite chaîne d'argent apparut,
terni par le temps. Un bracelet d'enfant. Une plaque ovale y était fixée. Il l'orienta sous la lumière. Un prénom y était gravé, délicatement, d'une écriture ronde et innocente. Robin. Le nom flotta dans l'air stagnant comme un murmure brisé. Nick le contempla, figé. Le métal semblait refroidir dans sa paume, un froid qui s'insinuait dans ses os. Et soudain, la mine disparut. Kandahar revint. Le grondement lointain, la poussière, les cris. Après l'explosion, il avait marché entre les ruines, le souffle court. C'est là, dans les décombres, qu'il avait trouvé le petit oiseau en bois, les ailes brisées, la peinture écaillée. Il savait qu'il appartenait à Anila, la fillette du quartier. Il l'avait tenu dans sa main, impuissant, écrasé par le poids du remords. Ce jouet inutile, incapable de ramener la vie. Maintenant, c'était pareil. Le bracelet dans sa main pesait comme une sentence. Un autre symbole d'innocence perdue. Un autre enfant qu'il n'avait pas pu sauver. Le souffle bloqué dans sa gorge, il sentit la noirceur l'envahir. Pas celle de la mine, celle, plus terrible, qui naît du chagrin. Mais à travers cette obscurité, autre chose surgit. Pas le désespoir. Une résolution glacée. Le petit oiseau avait marqué la fin d'un drame. Ce bracelet, lui, annonçait le début d'une mission. Toby l'avait trouvé. Il l'avait trouvé. Et dans cette découverte, il y avait un appel. Robin. Il ne savait pas encore qui elle était. Mais il savait, de tout son être, que cette fois, l'histoire ne se terminerait pas comme celle d'Anila. Pas tant qu'il aurait la force de respirer. Nick se redressa, raide, les doigts engourdis. Il glissa le bracelet dans la poche intérieure de sa veste. Bon chien, murmura-t-il d'une voix rauque. Très bon chien. Puis il recula lentement, quittant la mine, chaque pas ramenant un peu de lumière dans le tunnel. Dehors, l'air vif d'octobre le frappa comme un retour à la réalité. Mais l'homme qui sortit de la mine n'était plus le même que celui qui y était entré. Le vétéran solitaire de la montagne avait disparu. À sa place se tenait un soldat en mission. Non pour affronter un ennemi étranger, mais pour combattre un fantôme local. Il marcha jusqu'à ce que son téléphone capte une barre de réseau. Il fouilla ses contacts, appuya sur un nom. 2 sonneries. Puis une voix familière, calme, rassurante. Jenkins. Tom, c'est Nick Miller. Un silence, puis la chaleur dans la voix du shérif. Eh bien, ça alors. Heureux d'entendre ta voix, mon vieux. Tout va bien, là-haut, sur ta montagne? Pas vraiment, répondit Nick. Sa voix était plate, concentrée, sans détour. Je suis dans le secteur nord, près du ruisseau Black Creek. J'ai trouvé quelque chose à la vieille mine du Whispering Hollow. La voix de Jenkins changea aussitôt. Le ton amical se mua en autorité. Qu'est-ce que t'as trouvé? Des signes d'occupation prolongée, et un objet personnel. Un bracelet d'enfant en argent. Gravé au nom de Robin. Le silence qui suivit fut lourd, presque palpable. Ce nom. Tout le comté le connaissait. Robin Callahan. La fillette disparue du parc municipal 2 ans plus tôt. Une affaire close faute de preuves, mais jamais effacée des mémoires. La voix du shérif finit par rompre le silence, plus grave que jamais. Tu es sûr de toi? Absolument. Un souffle. Puis. Donne-moi tes coordonnées exactes. Nick dicta calmement les chiffres. Très bien, répondit Jenkins d'une voix tendue. Ne retourne pas là-dedans. Ne touche plus à rien. Sécurise la zone et attends-moi. J'arrive aussi vite que possible. Reçu, fit Nick. Il raccrocha. Le vent glacial fit bruisser les arbres. Au loin, Toby aboya une seule fois, un aboiement bref, clair, comme une confirmation. Nick se tourna vers la montagne. Le ciel s'assombrissait déjà, lavé de lumière. Il savait que cette nuit-là, aucun sommeil ne viendrait. Car dans le silence de la mine, quelque chose venait de se réveiller et ce n'était pas seulement un vieux souvenir. C'était une promesse. Celle d'un homme qui avait déjà trop perdu, et qui cette fois, ne reculerait devant rien pour rendre justice à un enfant disparu. Le silence sous la montagne. Nick remit lentement son téléphone dans sa poche. La ligne était morte, comme si le monde entier venait de se taire pour écouter ce que la terre cachait.
Devant lui, l'ouverture sombre du vieux puits de mine semblait respirer une haleine glacée, lourde d'un passé qu'on aurait préféré oublier. À son côté, Toby s'était assis, alerte, les oreilles dressées, les yeux fixés sur le sentier. Deux silhouettes immobiles, deux anciens soldats, veillant sur un lieu sacré et terrible à la fois. Une nouvelle mission venait de commencer et cette fois, l'échec n'était pas une option. Nick connaissait bien l'attente. Il avait passé une bonne partie de sa vie à attendre, des ordres, une extraction, la fin d'un assaut ou simplement le moment où la tension d'une mission éclaterait enfin. À présent, il attendait encore non pas pour agir, mais pour comprendre. Le soleil montait lentement, filtrant à travers les pins, mais la lumière s'arrêtait net à la gueule de la mine. De cette bouche noire s'échappait un froid persistant, presque vivant, comme si le lieu exhalait sa propre mémoire. Le premier à arriver fut le shérif Tom Jenkins. Son 4x4 du comté gravit le chemin de terre avec l'assurance d'un homme qui connaissait chaque pierre du Colorado. Grand, massif, la peau burinée par des décennies de soleil, Tom dégageait cette autorité tranquille des gens qui n'ont plus besoin de la prouver. En descendant du véhicule, son regard se posa aussitôt sur Nick. « Nick » dit-il d'une voix basse, en s'approchant. Il offrit un signe respectueux à Toby avant d'ajouter. « Tu tiens le coup ? » ?»« Ça va, Tom. La scène est intacte. »« Comme je te l'ai dit. » Le shérif hocha lentement la tête. Son regard glissa vers l'ouverture du puits, et un long soupir s'échappa de sa poitrine. « Robin Miller, murmura-t-il. J'étais adjoint quand on a reçu l'appel, il y a 2 ans. On a fouillé ces bois pendant des mois. » Il se tourna vers Nick, le visage fermé. « Je n'aurais jamais cru qu'on reviendrait ici. Pas pour ça. » Avant qu'ils puissent échanger davantage, un grondement de moteur monta de la vallée. 2 SUV noirs s'arrêtèrent derrière le véhicule du shérif. La poussière se souleva, puis des agents en sortirent avec la précision mécanique d'une unité bien rodée. En quelques secondes, le calme sylvestre céda la place à une ruche d'activité fédérale. À leur tête se trouvait l'inspectrice Sarah Reed. Fin de trentaine, cheveux sombres tirés en une queue de cheval stricte, vêtue d'un pantalon cargo et d'une veste bleu marine où brillaient 3 lettres jaunes, FBI. Tout en elle respirait la rigueur, son pas, son regard, sa voix. Une femme qui observait avant de parler, qui analysait avant de juger. Elle échangea brièvement quelques mots avec Tom, ses yeux balayant la scène comme un scanner invisible. Puis elle s'approcha de Nick. « Monsieur Miller » dit-elle d'un ton neutre mais respectueux. « Je suis la détective Reed. Merci pour votre appel, et pour avoir préservé les lieux. » Son regard détailla l'homme devant elle, la barbe naissante, le regard clair, les épaules marquées par le service. Et le chien, fidèle, immobile, aussi vigilant que son maître. « Le shérif Jenkins parle en votre faveur, » poursuivit-elle. « Mais j'aurais besoin que vous me racontiez exactement comment vous avez découvert tout cela. Étape par étape. Ensuite, mon équipe prendra le relais. » Nick s'exécuta. Sa voix demeurait calme, concise, comme s'il faisait un rapport à un supérieur militaire. Il parla de Toby, de son comportement étrange, du sentier, du bracelet trouvé près de la paroi. Il omit les flashs de mémoire, la brûlure du souvenir, la peur viscérale qui s'était glissée dans son ventre. Ce n'était pas pertinent pour la mission. Il tendit le petit sachet plastique contenant le bracelet. Reed l'examina sans un mot. « Merci, monsieur Miller. Votre coopération est notée. Nous prenons la suite. » Puis elle s'éloigna, donnant le signal. En quelques instants, la clairière se transforma, ruban jaune tendu, tente de commandement, balises, générateurs, appareils photo. Les techniciens en combinaison blanche se mirent à quadriller la zone avec la minutie d'astronautes sur une planète inconnue. Nick et Toby se retirèrent à la lisière du périmètre, observant ce balai ordonné. Ils ressentaient cette sensation familière, celle d'être inutile après l'action. Mais une inquiétude sourde grandissait en lui. Ces hommes et ces femmes cherchaient des empreintes, des fibres, des traces ADN, des miettes de preuves. Nick, lui, cherchait des signes de survie. Son regard suivit un jeune technicien qui photographiait le recoin où il avait trouvé le bracelet. Le flash éclatait encore et encore sur la terre remuée, mais le garçon ne regardait que le sol. Nick, lui, leva les yeux vers la paroi. Quelque chose l'intriguait. « Tom » appela-t-il doucement. Le shérif s'approcha. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Dis-leur de regarder les murs. Pas seulement le sol.
Les murs? Pourquoi? Fais-le, Tom. Fais-moi confiance. Jenkins connaissait trop bien l'instinct de Nick pour douter. Il relaya le message à Reed, qui jeta à l'ancien soldat un regard à la fois curieux et prudent. Mais elle obéit, parlant dans sa radio. Quelques instants plus tard, un technicien redirigea sa lampe vers les parois de la cavité. Nick pointa ensuite un autre endroit, plus haut. Là, dit-il. Cette fissure près du plafond. On dirait une fêlure naturelle, mais elle est trop régulière. Quelqu'un l'a agrandie de l'intérieur. Reed s'approcha, bras croisés. Qu'est-ce que je suis censé voir, monsieur Miller? Un conduit d'air, répondit Nick. Peut-être naturel à l'origine, mais on l'a élargi pour mieux respirer. On ne fait pas ça pour passer une nuit. On fait ça quand on prévoit d'y rester longtemps. Il se tourna ensuite vers le recoin où reposait le bracelet. Et là-bas. Les pierres à la base du mur. Regarde la façon dont elles sont disposées, ce n'est pas un tas au hasard. Elles canalisent l'eau qui tombe du plafond, formant un petit bassin. Quelqu'un a créé un système pour boire. Un silence pesa. L'inspectrice observa Nick, et pour la première fois, son masque professionnel se fissura. Dans ses yeux passa une étincelle de respect. Ce n'était pas le témoignage d'un simple promeneur, c'était l'analyse d'un homme qui savait ce que survivre signifiait. Examinez la fissure pour des marques d'outils, ordonna TL dans sa radio. Et le tas de pierres, vérifiez s'il y a une disposition volontaire. Prélevez des échantillons d'eau, faites des tests ADN sur la roche autour. Elle se tourna à nouveau vers Nick. Vous avez déjà vécu dans des endroits comme celui-ci, n'est-ce pas? Oui, répondit-il simplement. Ils restèrent là, silencieux, le vent remuant les branches au-dessus d'eux. 20 minutes plus tard, la voix du chef de l'équipe médico-légale grésilla dans la radio de Reed. Inspectrice, vous aviez raison. Il y a bien des traces d'outils dans la fissure, probablement un marteau de roche. Et les pierres dans le recoin ont été clairement disposées. On a trouvé des traces de salive sur les rochers autour du bassin. Quelqu'un vivait ici depuis longtemps. Un silence lourd tomba sur la clairière. Nick sentit la gorge du shérif se serrer. Reed, elle, ne dit rien. Les faits confirmaient ce qu'il avait deviné, Robin Miller n'avait pas simplement été retenu ici. Elle y avait survécu. Jour après jour. Semaine après semaine. À mesure que les découvertes s'accumulaient, l'attitude de Reed changea. Le ton froid et distant céda la place à une écoute concentrée. Elle travaillait désormais avec Nick, non plus autour de lui. Que voyez-vous d'autre? Demanda-t-elle à voix basse. Ils commencèrent à reconstituer les traces d'une vie passée sous terre. Derrière une pierre desserrée, un technicien découvrit des marques gravées sur la paroi, de petites entailles, organisées en groupes de 7, un calendrier rudimentaire. Plus de 700 marques. 2 ans. Un autre trouva un tas de couvertures déchirées, à moitié pourries, et des emballages de barres énergétiques périmés depuis plus d'1 an. Chaque objet racontait la même histoire, Robin avait été là. Elle avait tenu bon. Et elle n'était plus là. La dernière preuve fut la plus déchirante. Sur un morceau de paroi, dissimulé derrière un PAN de roche friable, une inscription à peine lisible, Styr. Encore ici. Reed s'en approcha lentement, sa lampe tremblant légèrement. Nick sentit sa propre respiration s'alourdir. Le silence qui suivit n'avait rien de professionnel, il avait le poids du deuil. Toby, lui, émit un gémissement bas, comme s'il avait compris. Nick posa une main sur sa tête. « Tu l'as trouvée, mon vieux » murmura-t-il. « Et maintenant, on ne la laissera plus disparaître. » Reed hocha doucement la tête, sans détourner les yeux du mur. « On va savoir ce qui s'est passé » promit-elle. Les équipes continuaient à s'affairer, mais la lumière du jour faiblissait. Les faisceaux des projecteurs découpaient des ombres étranges sur les arbres. Nick resta encore un moment, observant la mine engloutir la lueur du soir. Il se rappela ce qu'un de ses instructeurs lui avait dit autrefois. Ce n'est pas la peur du noir qui tue. C'est la peur de ce qu'on y laisse. Et cette fois, il savait qu'il ne partirait pas tant que la vérité n'aurait pas été ramenée à la lumière. L'âge des emballages alimentaires, la poussière immobile recouvrant la plupart des recoins de la caverne, tout indiquait la même chose, elle avait été déplacée. Le soleil déclinait lentement derrière les pins, projetant de longues ombres tremblantes à travers la forêt. Près de l'entrée, détective Reed se tenait aux côtés de Nick, observant la bande jaune qui isolait l'entrée du vieux puits de mine.
L'agitation fébrile du début de l'enquête avait laissé place à une méthode glaciale, presque cérémonieuse. 2 ans, murmura Reed, sa voix à peine plus qu'un souffle. Ses parents ont organisé une cérémonie au printemps dernier. La plupart des habitants pensaient qu'elle était morte. Elle se tourna vers Nick. Aujourd'hui, vous leur avez donné le premier espoir réel depuis sa disparition. Mais Nick ne ressentait pas cela. Ce n'était pas de l'espoir qu'il avait ramené, mais la confirmation d'un cauchemar plus profond qu'il n'avait osé l'imaginer. Au-delà du ruban jaune, des gyrophares et des uniformes, son regard se perdit vers les montagnes qui s'étendaient à l'infini. La mine n'était qu'un commencement. Robin était quelque part, là dehors, dans cet océan de roches et de pins, et le fantôme de ces 2 années semblait enfin s'éveiller. Les heures s'écoulèrent dans la lumière crue et froide des lampes médico-légales. Le puits de mine, autrefois silencieux, ressemblait désormais à une scène de théâtre figée, où une tragédie vieille de 2 ans était disséquée avec une lenteur rituelle. Les techniciens, vêtus de combinaisons blanches, se déplaçaient comme des spectres. Ils prélevaient des échantillons de terre, de fibres, photographiaient chaque centimètre du sol. Pourtant, malgré cette minutie, le désespoir s'installait, la piste était ancienne. On pouvait prouver qu'elle avait vécu ici longtemps, mais rien ne révélait où elle se trouvait désormais. Nick, debout près de l'entrée, observait la scène. Toby, allongé à ses pieds, veillait calmement. Dans le regard du chien brillait la même vigilance que dans celui de son maître. Nick sentait la tension lui nouer la poitrine, cette impuissance familière d'un soldat témoin d'une bataille qu'il ne peut plus livrer. Son regard revenait sans cesse vers le recoin où il avait découvert le bracelet. Le sol y portait encore la trace des couvertures élimées. Quelque chose, pourtant, le dérangeait. Une anomalie. Près du tas de tissus, une pierre plate, de la taille d'une assiette, se tenait appuyée contre le mur. Contrairement aux autres fragments tombés du plafond au fil des ans, celle-ci ne gisait pas au sol, elle avait été placée. Délibérément. Nick attendit que Reed revienne d'un bref échange avec le chef d'équipe. « Inspecteur, dit-il à voix basse, l'alcôve. Il y a une pierre plate contre le mur, près de la literie. Elle n'est pas tombée là. Quelqu'un l'a mise. » Reed arqua un sourcil. Ses équipes cherchaient des traces microscopiques, pas des anomalies géologiques. Mais en quelques heures, elle avait appris à écouter cet homme. Son regard d'ancien soldat captait ce que d'autres ne voyaient pas. Sans un mot, elle transmit l'information à son équipe par radio. Un jeune technicien s'approcha de la pierre, photographiant sous plusieurs angles avant de la déplacer avec précaution. Derrière, dans une étroite fissure de la roche, reposait un petit paquet enveloppé d'une toile cirée, solidement nouée de ficelles. Un silence tomba sur la clairière. Le technicien glissa délicatement le paquet dans un conteneur stérile, puis le transporta jusqu'à l'unité mobile, où la lumière blanche faisait briller l'acier des tables. Détective Reed, Nick et le shérif Jenkins se rassemblèrent autour de la table. Le chef des techniciens, Davis, un homme aux cheveux gris et aux gestes mesurés, entreprit d'ouvrir le paquet. Il coupa la ficelle, déroula lentement la toile. À l'intérieur, un simple cahier à spirale. La couverture, illustrée d'une licorne trottant sous un arc-en-ciel, évoquait un temps d'école et d'innocence. Les pages, gondolées par l'humidité, restaient lisibles. « C'est un journal », souffla Reed. Davis l'ouvrit avec la précision d'un chirurgien. Sur la première page, d'une écriture enfantine, on pouvait lire « L'histoire de la princesse de la caverne noire par Robin Miller ». Ce qu'il tenait n'était pas un simple indice, c'était une fenêtre ouverte sur l'âme d'un enfant. Reed commença à lire à voix haute, et sa voix changea. Elle perdit la neutralité professionnelle, se chargeant d'une émotion nue. Jour 30, je crois que le roi de l'ombre m'a dit aujourd'hui que plus personne ne me cherche. Il a dit que maman et papa ont une nouvelle fille. Je lui ai dit qu'il mentait, mais quand il s'en va, la noirceur chuchote qu'il dit peut être vrai. La noirceur a faim. Elle dévore tous les beaux souvenirs. Nick sentit son estomac se contracter. Le visage d'Anila, la fille qu'il n'avait pas pu sauver, traversa sa mémoire. Voilà comment on détruit un enfant, pensa-t-il, pas seulement par les chaînes, mais en attaquant son espoir, jour après jour. Pourtant, au fil des pages, le ton changeait. Entre les notes de peur, de nouveaux chapitres apparaissaient, écrits dans une autre lumière. Jour 120, peut-être que la princesse de la caverne noire n'a pas eu peur aujourd'hui. Elle connaît un secret. La reine de lumière vient la chercher. La reine est la plus puissante du royaume.
Elle a des cheveux comme le soleil, des yeux comme le ciel, et son épée est faite de rayons de lune qui coupent toutes les ombres. Le roi de l'ombre construit des murs de pierre et de mensonges, mais il ne peut pas l'arrêter. Elle est en route. Reed releva les yeux. Sa mère s'appelle Eleanor, dit-elle doucement. Elle est blonde, aux yeux bleus. Nick sentit un frisson lui parcourir la nuque. Ce carnet n'était pas seulement un journal, c'était une arme, le bouclier et l'épée d'une enfant prisonnière. Privée de toute défense physique, Robin avait combattu par l'imagination. Elle avait transformé sa mère en héroïne mythique, son ravisseur en monstre de conte, et elle-même en princesse attendant une délivrance certaine. Le carnet témoignait d'une âme que ni la peur ni l'obscurité n'avaient pu éteindre. Nick écoutait, la gorge serrée. Lui aussi avait affronté son propre roi de l'ombre, cette voix intérieure qui murmurait ses échecs. Il l'avait combattu par le silence, par la discipline, par les longues marches dans les montagnes. Robin, elle, avait choisi les mots. Une histoire comme un feu dans la nuit. Davis tourna une page fragile. Le monde imaginaire de Robin s'épanouissait, un univers de lumière dressé contre la noirceur absolue. Jour 400, aujourd'hui, le roi de l'ombre était en colère. Sa voix faisait le bruit des pierres qui se brisent. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai fermé les yeux et j'ai vu la reine de lumière chevauchant son grand cheval blanc, vent d'argent. Il traversait la mer des peines pour venir jusqu'à moi. La reine m'a dit d'être courageuse. Même dans la caverne la plus sombre, une seule bougie peut montrer le chemin du retour. Je suis sa bougie. Le silence tomba sur le groupe. Reed lisait avec des yeux humides. Même Davis, pourtant aguerri, détourna un instant le regard. Enfin, ils atteignirent la dernière page. L'écriture avait changé, hâtive, nerveuse, appuyée. La date en haut de la page ne comportait qu'un titre, le jour où la montagne a pleuré. Le tonnerre est un monstre. Il essaie de casser la montagne. Les murs pleurent. Le roi de l'ombre a peur. Je le sens dans sa voix. Il regarde l'eau qui entre. Elle coule comme une petite rivière sur le sol. Il dit qu'on doit partir. Que la montagne est en colère et qu'on doit quitter le château gris. Il crie. J'ai peur, mais pas trop. Peut-être que la reine de lumière a envoyé la tempête pour briser les murs. Puis, plus rien. La page suivante était blanche. Le shérif Jenkins rompit le silence. Les inondations, dit-il d'une voix grave. Ce printemps-là, une tempête a frappé la région. Des coulées de boue partout. Ce puits a dû être submergé en quelques heures. Ces mots planèrent dans l'air comme une prière sans réponse. Reed ferma le carnet avec une lenteur respectueuse, comme si elle refermait la porte d'un sanctuaire. Nick demeura immobile, les poings serrés. Devant eux, le cahier de Robin reposait sous un plastique transparent, fragile témoignage d'un courage pur. Dehors, la nuit était tombée. Le vent s'était levé dans les arbres, faisant gémir la bande jaune qui battait contre les piquets. Nick sortit de la tente d'analyse. L'air froid lui mordit les poumons. Toby se leva aussitôt, venant poser sa tête contre sa jambe. Dans l'obscurité, il regarda les silhouettes des montagnes se découper sous la lune. Quelque part, dans cette immensité, une enfant avait tenu tête à la peur avec rien d'autre qu'un crayon et un rêve. Il sentit une humilité profonde l'envahir, celle qu'on éprouve face à une lumière qui refuse de s'éteindre. Reed le rejoignit. On a envoyé les coordonnées à toutes les unités du comté, dit-elle. Les équipes de recherche partiront à l'aube. Nick hocha la tête sans parler. Son regard demeurait fixé sur la ligne d'horizon. Il savait que la mine n'était qu'un commencement. Qu'un fil invisible venait d'être tiré dans le tissu du mystère. Et que, quelque part, la princesse de la caverne noire attendait encore la reine de lumière ou quelqu'un d'autre qui suivrait la flamme qu'elle avait laissée derrière elle. Dans la nuit de Pine Ridge, le vent semblait murmurer les mots du journal. Même dans la plus sombre des cavernes, une seule bougie peut montrer le chemin du retour. Nick se pencha, caressa le cou de Toby. Alors, on va trouver cette lumière, vieux frère. Quoi qu'il en coûte. Et, dans le souffle froid des montagnes, il eut la certitude que quelque chose venait de changer dans l'enquête, dans son cœur, et dans le long silence des forêts qui, ce soir-là, paraissaient écouter. La dernière pièce du puzzle venait enfin de s'emboîter. La tempête avait été à la fois leur salut et leur malédiction. Elle avait contraint le ravisseur à déplacer Robin, mais dans sa précipitation,
il avait commis une erreur capitale, il n'avait pas su ou pas voulu voir le petit carnet que la fillette avait si soigneusement caché. C'était la seule faille, le seul moment où son arrogance avait cédé à l'imprudence. L'inspectrice Reed ferma les yeux quelques secondes, laissant le poids de la révélation s'imprimer dans son esprit. Quand elle les rouvrit, son regard n'était plus celui d'une enquêtrice simplement consciencieuse, il brûlait d'une flamme nouvelle, intime, presque viscérale. Elle tourna la tête vers Nick et il n'était plus pour elle un simple témoin, mais un allié, un esprit frère sur cette route vers la vérité. Il a dû paniquer, dit-elle d'une voix tendue. Il l'a déplacé dans la précipitation, et quand on agit dans la peur, on commet des erreurs. Ses yeux se posèrent sur le carnet maintenant enfermé dans un sachet de preuves. Cet enfant a lutté pour garder la raison, seul, pendant 2 ans d'obscurité. Ce journal, c'est la carte de son âme. Nick acquiesça lentement, son regard perdu dans le vide. Il n'était plus en train de chercher une fillette disparue nommée Robin, il suivait désormais la trace d'une petite princesse enfermée dans une grotte, une princesse de lumière que le monde avait oubliée. Et lui, le soldat brisé revenu des enfers, venait de trouver sa mission, aider la reine à rallumer sa chandelle et la ramener à la maison. La salle du centre de commandement mobile bourdonnait d'activité. Autour d'eux, la technologie la plus sophistiquée côtoyait les visages fatigués de l'équipe fédérale. Pourtant, toute cette puissance s'était heurtée à un mur inattendu, quelques traits de crayon et l'imagination d'un enfant. Sur l'écran principal, agrandi en haute résolution, s'étalait la dernière page du journal de Robin, un dessin maladroit, griffonné à la hâte, une carte née de l'esprit d'une petite fille prisonnière. Un château tordu, au visage grimaçant, portait l'inscription « Le château du géant à la barbe grise ». De ce château partait un chemin sinueux, hérissé de spirales et de griffonnages inquiétants, le sentier de la peur. Depuis 3 heures, Reed et son équipe tentaient d'y déceler un sens rationnel. Ils avaient superposé le dessin à des relevés topographiques, testé des logiciels de reconnaissance géologique, comparé chaque ligne à toutes les structures connues dans un rayon de 80 km. Résultat, rien. Aucune correspondance. Aucun lieu identifiable. C'est une fantaisie, dit Carter, un jeune analyste aux yeux rougis par la fatigue. Les repères ne tiennent pas, l'échelle est absurde. Ce n'est pas une carte du monde, c'est une carte de ses émotions. Reed resta un long moment silencieuse, les bras croisés, la mâchoire contractée. Il avait raison. Toute sa carrière reposait sur la rigueur des faits, sur les lignes dures et nettes de la preuve. Et ce dessin n'était rien de tout cela, juste un cri d'enfant, déchirant et impuissant, jeté à un monde trop adulte pour l'entendre. Dans un coin de la pièce, Nick écoutait en silence. Toby, son chien, reposait la tête sur sa botte, calme et vigilant. Le vétéran observait les agents s'acharner à imposer la logique à un cœur d'enfant. Il comprenait leur frustration, mais il savait, au fond de lui, qu'ils se trompaient de langage. Il se leva lentement. « Inspectrice, dit-il d'une voix grave et posée. Puis-je revoir l'original » Reed leva les yeux vers lui, une lueur d'espoir mêlée à l'incrédulité. Elle fit signe à Davis, le chef de la police scientifique. Celui-ci apporta le carnet, protégé dans sa housse transparente, et le posa sur une table isolée. Nick se pencha, ses doigts calleux suivant les traits sans les toucher. Il ne voyait pas le dessin comme un enquêteur, il le regardait comme un homme qui avait connu la peur, le confinement, le combat silencieux contre ses propres ténèbres. Un ancien prisonnier qui reconnaissait la signature d'une âme en captivité. Il ferma les yeux. Essaya de se mettre à la place d'une fillette de 8 ans, perdue dans la nuit, dans ces montagnes immenses. Le château du géant à la barbe grise. Là où les autres cherchaient des bâtiments, lui chercha des hommes. Qui, dans ces montagnes, pouvait incarner un géant? Non pas par la taille, mais par la présence. Quelqu'un de reclus, d'intimidant, presque légendaire, un être qu'un enfant pourrait prendre pour un ogre. Il rouvrit les yeux. Hemlock, murmura-t-il. Reed fronça les sourcils. Quoi? Il y a un homme ici qu'on appelle le vieil Hemlock. Son vrai nom, c'est Jedediah Stone, expliqua Nick. C'est un ermite. Il vit seul, dans une cabane qu'il a construite lui-même, au fin fond de la forêt. Il a une barbe immense, grise, sauvage. Il ne vient presque jamais en ville. Les gosses racontent des histoires sur lui. Ils disent que c'est un géant qui garde les bois. Le shérif Jenkins, appuyé contre la table, hocha la tête. Jedediah Stone, oui. Un drôle de type. Aucune fiche judiciaire.
Il n'a jamais causé de problème, à part menacer quelques randonneurs qui s'approchaient trop. Mais sa cabane, elle est à des kilomètres de toute route. Le regard de Reed s'aiguisa. Pour la première fois depuis des jours, un fil concret se dessinait. « Et le sentier » demanda-t-elle, désignant le dessin. « Le sentier de la peur. » Nick pointa du doigt une zone sur la grande carte topographique affichée au mur. « Il y a 2 chemins pour rejoindre la cabane de Stone. Le premier, c'est le long, 10 miles par un sentier balisé. L'autre, c'est un raccourci, suivre le lit de la Black Creek. » Il marqua une pause. Ce n'est pas un vrai sentier. Juste un ruisseau asséché, glissant, parsemé de blocs couverts de mousse, de crevasses abruptes et de chutes soudaines. C'est dangereux. Les habitants savent qu'il ne faut pas y passer. Mais pour un enfant forcé à l'emprunter, surtout de nuit, oui. Ce serait vraiment le sentier de la peur. Un silence lourd tomba sur la salle. Le raisonnement de Nick n'était pas fondé sur des chiffres, mais sur quelque chose de plus profond, une compréhension instinctive du récit qu'une âme traumatisée avait tenté de transmettre. Il avait traduit la peur en géographie. C'est une théorie, monsieur Miller, dit Reed prudemment. Une théorie séduisante, mais fondée sur le dessin d'un enfant et un surnom de village. Nick soutint son regard, calme, ferme. Elle ne vous donne pas des coordonnées, inspectrice. Elle vous raconte une histoire. Vous devez l'écouter. Le silence s'épaissit encore. Reed sentit le poids de son uniforme, de ses procédures, de ses certitudes. Mais face à ce vétéran, à la sincérité tranquille de ses yeux, quelque chose céda en elle. Très bien, dit-elle enfin, d'une voix décidée. Écoutons l'histoire. Préparez-vous. On va rendre visite aux géants. Leur progression commença peu avant l'aube. Pas de déploiement massif, trop risqué. Un commando discret, silencieux, Reed, Nick, le shérif Jenkins, 2 agents chevronnés et Toby, bien sûr. Le chien avançait en tête, flairant l'air humide, ses pattes sur la pierre. Ils quittèrent leur véhicule et s'engagèrent dans le lit du ruisseau. Chaque pas était une lutte, la mousse rendait les roches traîtres, le courant glissant murmurait comme un avertissement. Le monde semblait suspendu dans une brume froide et dense. Chaque glissade, chaque obstacle confirmait l'intuition de Nick. Oui, c'était un sentier de peur. Un enfant n'aurait pas pu l'oublier. Après plus d'1 heure d'effort, ils aperçurent à travers les arbres la silhouette sombre de la cabane. Petite, robuste, bâtie en rondins noircis, elle se fondait presque dans la forêt. Une mince colonne de fumée s'élevait encore du conduit de pierre. Quelqu'un était là ou venait tout juste de partir. Ils s'approchèrent comme des ombres, les armes prêtes, les respirations retenues. Reed fit un signe, intervention. En 3 secondes, la porte vola en éclats. « Claire !» cria un agent. La cabane était vide. Mais la chaleur persistait encore dans l'air. Sur la table grossière trônait un bol de gruau à moitié mangé, la cuillère plantée dedans. Le porridge était froid, mais pas depuis longtemps. Dans un coin, une couchette défêtée. Sur l'oreiller, la marque d'une petite tête encore visible sur la laine rêche. Et juste à côté, un oiseau sculpté dans le bois, minuscule, délicat. Nick se figea. Son cœur se serra comme sous un coup. L'oiseau, il en avait déjà vu un semblable, des années plus tôt, à Kandahar. Un symbole laissé dans la poussière et le sang, un message silencieux d'un survivant. Il sentit la gorge se nouer. Ils étaient proches. Terriblement proches. Davis s'approcha de l'âtre et préleva un peu de cendre. Il observa la teinte, la chaleur résiduelle. Puis releva la tête, livide. Le feu était éteint depuis moins de 2 jours. 24 heures, peut-être. Le silence s'abattit sur eux, lourd comme une chape de plomb. Ils ne venaient pas seulement de trouver une piste. Ils venaient de manquer la vérité de peu d'un battement de cœur, d'une nuit à peine. Robin avait été ici. Ici, dans cette cabane perdue au bout du sentier de la peur. Elle avait dormi sur cette couverture, mangé à cette table, laissé son petit oiseau comme un signe fragile dans la pénombre. Et quelque part, peut-être à quelques kilomètres seulement, elle respirait encore. Reed posa la main sur l'épaule de Nick. Aucun mot ne fut échangé. Il n'y en avait pas besoin. La chasse venait de changer de nature. Ce n'était plus une enquête. C'était une course contre le temps. La princesse était toujours prisonnière du géant. Mais désormais,
La lumière s'était remise à briller. La chasse. L'affaire classée venait brusquement de se ranimer. Ce qui n'était qu'un fantôme du passé prenait à présent chair et sang. L'ombre de 2 années s'était changée en fugitif bien réel, et la traque, Nick le sentit avec une certitude glaciale, allait devenir plus brûlante, plus désespérée que jamais. Dans la cabane, l'air restait tiède d'une chaleur trompeuse, presque provocante. Elle portait la trace d'une présence récente, quelqu'un avait été là, il y a peut-être à peine quelques heures. Pour Sarah Reed, officier chevronné du FBI, cette proximité avait un goût amer, une occasion manquée d'un cheveu. Pour Nick, ce fut pire une torture. Sur un lit vide, il avait trouvé un petit oiseau sculpté dans le bois, fragile talisman laissé derrière. Il sut alors que l'homme reviendrait. Il reviendra, dit-il d'une voix grave, presque animale, faisant écho au grondement sourd de Toby à ses côtés. Il se tenait sur le pas de la porte, scrutant la forêt épaisse qui ceinturait la clairière. « Cet endroit n'est pas qu'une planque, » murmura-t-il. « C'est un foyer. Il y a des outils, des réserves. » Il est parti précipitamment. Il n'a pas tout pris. Il devra revenir. Sarah Reed arriva à la même conclusion. Personne ne bouge, lança-t-elle dans sa radio. Périmètre complet. Poste d'observation dissimulé. Silence radio total. Elle regarda Nick. On ne fouille plus. On chasse. Les heures suivantes furent une leçon magistrale de patience et de tension contenue. Nick, Toby et 2 agents du FBI s'étaient installés sur une légère hauteur, dissimulés dans les fourrés, immobiles comme des pierres. Pour Nick, ce n'était pas une situation nouvelle. Il retrouvait la discipline de sa vie passée, attendre, observer, concentrer chaque fibre de son être sur une seule direction, un seul mouvement. Mais cette fois, il ne traquait pas un ennemi en territoire hostile. Il guettait le monstre d'une petite fille. Le crépuscule tomba lentement sur la montagne, peignant le ciel de teintes pourprées orangées. Puis une silhouette se détacha de la lisière des arbres. C'était lui. Jedediah Stone. L'homme semblait façonné dans la pierre même du massif. Grand, massif, vêtu d'un manteau de toile grossière, il avançait d'un pas sûr, la lente assurance de celui qui connaît chaque racine du sol sous ses pieds. Ses cheveux et sa barbe, griffés et emmêlés, descendaient jusqu'à sa poitrine. Il portait une carabine d'une main, un lapin fraîchement tué de l'autre. Mais ce furent ses yeux qui figèrent Nick. Des yeux clairs, presque décolorés, qui brûlaient d'une lueur froide la flamme du fanatisme. Cet homme n'était pas un fugitif fuyant le monde, il était un apôtre qui l'avait rejeté. Toby, étendu à côté de Nick, émit un grondement si bas qu'il vibra dans la terre. Nick posa une main ferme sur sa nuque. Le chien comprit, attente. Silence. Ils laissèrent Stone approcher. Le géant traversa la clairière, confiant, persuadé que son refuge l'attendait intact. Il n'était plus qu'à 20 mètres de la porte lorsqu'une voix fendit la pénombre. « FBI. Lâchez votre arme, Jedediah. » Main en l'air. Le monde sembla se figer. Stone s'immobilisa, le regard bondissant vers les bois, évaluant ses chances. En un éclair, les agents surgirent des ombres, fusils braqués. Une seconde suspendue. Puis, lentement, il posa son arme au sol, leva ses mains. Aucune peur sur son visage, seulement une déception solennelle, comme un roi trahi par son peuple. La capture fut rapide, silencieuse. Quelques instants plus tard, Jedediah Stone était menotté, assis sur une souche. Son expression restait d'un calme presque mystique. Il ne résistait pas. Il observait. Sarah Reed s'approcha, visage fermé, regard tranchant. « Où est-elle, Jedediah » demanda-t-elle d'une voix coupante. « Où est Robin Miller ?» Un lent sourire fendit le visage buriné de l'homme. Il détourna les yeux vers la forêt qui s'assombrissait. « Vous prononcez un nom du monde brisé » murmura-t-il d'un ton grave et rauque. « Ce nom n'a plus de sens ici. Nous ne l'avons pas capturé, nous l'avons sauvé. »« Épargne-moi ton prêche » répliqua Reed, la colère dans la voix. « Tu as enlevé une enfant. Tu l'as retenue prisonnière pendant 2 ans. Dis-moi où elle est, et peut-être que les choses iront mieux pour toi. » Jedediah laissa échapper un rire sec, grinçant comme des feuilles mortes. « Mieux ? Pour moi ? Vous croyez que vos jugements m'effraient ? Vous vivez dans une cage faite de bruit, de mensonges et de poison, et vous appelez ça liberté. Vous gavez vos enfants d'écran qui dévorent leurs esprits,
de nourriture qui détruit leur corps, et vous appelez ça amour. Il se pencha légèrement, les yeux ardents. Nous l'avons libéré. Nous lui avons offert la pureté. Le silence. La terre. Elle renaît. Nick, à quelques mètres, écoutait en silence, les poings serrés. Devant lui, le roi de l'ombre du journal de Robin prenait vie. Ce n'était pas un simple ravisseur, c'était un homme barricadé derrière une idéologie délirante, inaccessible à la raison. Reed changea de tactique. Tu n'étais pas seul, dit-elle calmement. Qui sont les autres? Un éclat de satisfaction passa sur le visage de Stone. D'autres voient la vérité. D'autres savent que le monde est malade. Nous faisons ce qu'il faut pour sauver les innocents. Mais vous ne les trouverez pas. Ils connaissent ces montagnes mieux que vous ne le pourrez jamais. Il tourna alors ses yeux vers Nick. Même ton soldat, là. Il sait survivre dans la nature, mais il reste un esclave du monde des cages. Il ne connaît pas la vraie liberté. Alors que les agents se préparaient à le transférer, une intuition glaciale traversa Sarah Reed. Elle regarda sa montre, puis le ciel qui virait à l'encre. Il est revenu ici pour une raison, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Elle releva brusquement la tête, la voix chargée d'urgence. Il devait rentrer. Il avait un rendez-vous. Quand il ne reviendra pas, ils comprendront. Ils sauront qu'il a été capturé, et que nous sommes ici. Nick sentit le sang se glacer dans ses veines. La capture de Stone n'était pas la fin d'une chasse, c'était le coup de départ. Ses complices étaient dehors, avec Robin, et leur alarme venait d'être déclenchée. Sarah Reed se redressa, reprenant son ton de commandement. Sa voix claqua dans la radio comme un coup de fouet. Ce n'est plus une enquête de routine. C'est une poursuite active. À partir de maintenant, chaque minute compte. Ils vont fuir, et ils l'emmèneront avec eux. Notre mission est simple, la retrouver avant qu'elle ne disparaisse à jamais. La chasse était devenue une course contre le temps. Le tic-tac de l'horloge résonnait comme un marteau dans la salle de commandement, battant au même rythme que le cœur de Nick. Chaque minute gagnée pour les fugitifs était une minute perdue pour eux. Jedediah Stone leur avait laissé un prisonnier, certes, mais aussi une mèche allumée. Ses complices, désormais en fuite, entraînaient la fillette au cœur d'un territoire sauvage, impitoyable. Le premier indice tangible surgit lors de la fouille minutieuse de la cabane. Coincés entre les pages d'un vieux manuel de remèdes à base de plantes, les agents découvrirent une carte grossièrement dessinée à la main. Un sentier y menait jusqu'à une courbe de rivière, annotée d'un nom, Camp Hope. Ça pourrait être un piège, prévint Reed, la mâchoire serrée. Mais c'est tout ce qu'on a. On y va. La progression fut infernale. Ils se mirent en route à la lueur des lampes frontales, traversant torrents et broussailles. Le souffle court, la sueur froide dans le dos, ils avançaient sans relâche, portés par l'unique espoir de trouver Robin avant qu'il ne soit trop tard. Quand ils atteignirent enfin le lieu indiqué, le silence du site leur donna la réponse avant même que les analyses ne confirment leurs craintes. Le camp n'était plus qu'un tombeau de souvenirs. Une toile déchirée collée au sol, rongée par la pluie. Un foyer s'effritait sous la cendre détrempée. Des boîtes rouillées gisaient un peu partout, vestiges d'une présence ancienne. L'équipe scientifique s'affaira rapidement, prenant des échantillons, sondant les traces. Le verdict tomba comme une sentence. Ce camp n'a pas servi depuis au moins 1 an. L'espoir, un instant rallumé, s'éteignit à nouveau. Nick resta un moment immobile, les yeux perdus sur le feu éteint. Il sentit Toby s'approcher, poser doucement sa tête contre sa main. La forêt les enveloppait d'un silence épais, presque respectueux, comme si elle aussi connaissait la gravité du moment. Sarah Reed s'agenouilla près du foyer, passa les doigts sur la cendre. Ils ont bougé, dit-elle à voix basse. Encore et encore. Elle se redressa, le regard dur. Mais il la garde en vie. S'il l'avait tué, il n'aurait plus de raison de fuir. Nick hocha la tête, son regard fixé sur la rivière toute proche, où la lumière de la lune se brisait en éclats d'argent. Alors on continue, souffla Teil. Jusqu'à ce qu'on la retrouve. Le vent monta dans les branches, emportant avec lui les dernières braises d'un feu ancien. Et quelque part, dans la profondeur des montagnes, la fillette perdue attendait encore vivante, peut-être effrayée, mais pas oubliée. La chasse, désormais, ne faisait que commencer. Le nœud du ranger. C'était un leurre. Un camp fantôme.
Jedediah ou son complice avait laissé cette carte comme une ultime provocation, un message moqueur destiné à les égarer, à les faire courir après une ombre. La marche du retour se fit dans un silence pesant. Chacun portait sur les épaules le poids des heures perdues, de l'espoir déçu, de ce temps précieux envolé, peut-être le seul créneau qu'ils avaient pour sauver la fillette. De retour à l'unité mobile de commandement, la tension s'était muée en désespoir. Les agents, autrefois débordants d'énergie, étaient maintenant affalés sur leurs chaises, les yeux vides fixant les écrans où rien n'apparaissait plus que des coordonnées mortes. Sheriff Jenkins, la voix rauque, était au téléphone, coordonnant une recherche élargie, moins ciblée, plus résignée. Détective Sarah Reed, elle, se tenait droite devant la grande carte topographique. Son regard balayait les reliefs verdâtres et bruns des Rocheuses, comme si sa volonté seule pouvait forcer un secret à se révéler. Mais la montagne restait muette. Les pistes étaient épuisées. La trace s'était éteinte. Et cette fois, tout le monde le sentait, c'était peut-être la fin. Le tic-tac du temps n'était plus une menace, mais une lamentation. Un glas. Nick, lui, sentait la morsure de l'échec s'infiltrer en lui et cette vieille compagne qu'il connaissait trop bien. L'air stérile et froid de la salle, saturé d'impuissance, l'étouffait. Il avait besoin de terrain, de poussière, de contact réel. Pas d'un écran. « Je veux revoir les photos des preuves », dit-il à voix basse mais avec cette fermeté qui n'admet pas de refus. Celle du cabanon. Reed hocha la tête, indiquant du menton une tablette posée sur la table. Nick la prit et s'isola dans un coin. Toby, son chien, perçut sa détresse. Sans un bruit, l'animal se leva et vint poser sa tête massive sur le genou de son maître. Cette simple chaleur vivante, ce poids doux et fidèle, était un rappel de ce qui importait encore. Nick commença à faire défiler les images. Son regard glissait sur les clichés avec une précision mécanique, le bol d'avoine à moitié mangé, le lit de camp avec son oiseau sculpté, les étagères clairsemées. Il ne cherchait pas un nouvel indice spectaculaire. Il cherchait une erreur. Un détail. Un fil mal rangé dans la tapisserie. Puis, il s'arrêta. Sur une photo large de l'intérieur du cabanon. On y voyait la table, le foyer, et sur le mur du fond, suspendu à un clou grossier, une simple corde roulée. Un banal outil de campement. Les enquêteurs l'avaient noté, classé, oublié. Mais Nick, lui, ne regardait pas la corde. Il regardait le nœud. Il zooma. L'image se pixelisa, mais resta lisible. C'était un Tolainich. Un frisson lui traversa l'échine. Ce n'était pas un nœud ordinaire. Ce n'était pas un hasard. Un novice aurait fait une boucle simple, un nœud coulant. Mais celui-ci était ajustable, précis, conçu pour maintenir une tension constante, le genre qu'on utilise pour tendre les cordes d'une tente, ou sécuriser une bâche sous la pluie. Un nœud de professionnel. Et surtout, un nœud typique d'un groupe bien particulier, les rangers, les gardes forestiers, les pompiers de montagne, les travailleurs des forêts. Ceux qui passent leur vie dehors, à manipuler cordes et bois, vent et feu. C'est un nœud de rangée, murmura-t-il. Toby dressa les oreilles. Dans l'esprit de Nick, une étincelle s'était allumée. Une certitude commençait à naître, fragile, mais brûlante. Il fit défiler frénétiquement les autres photos jusqu'à tomber sur un détail que tout le monde avait jugé insignifiant, un petit morceau de papier froid s'est trouvé dans une poubelle. Sur le recto, une liste d'achats griffonnés à la hâte, farine, sel, pile. Mais au dos, une phrase plus étrange. Supply for the high post. Provision pour le haut poste. L'équipe avait jugé ça trop vague, sans valeur. Mais pour Nick, à cet instant, tout devenait clair. Un nœud de rangée. Un message évoquant un beau poste. Les deux fragments s'imbriquaient dans son esprit avec la force d'une détonation. Il se leva brusquement, la tablette en main, et rejoignit Reed devant la carte. Il ne fuit pas, dit-il simplement. Reed tourna la tête, interloqué. Comment ça? Bien sûr qu'il fuit. Non, insista Nick. Fuir, c'est réagir. Ce qu'ils font, c'est se replier. Ils ont prévu leur dernier bastion. Un endroit préparé depuis longtemps. Il lui montra la photo du nœud. Regardez, ça, c'est un Tolainich. Un nœud de rangée. Jedediah n'a pas fait ça. Quelqu'un formé par les services forestiers l'a fait. Puis, il désigna le papier dans le sachet de preuve. Et ça, provision pour le haut poste.
Ce n'est pas une métaphore. C'est une localisation. Reed suivit son regard quand il posa le doigt sur la carte topographique. Où est le point le plus haut, le plus défendable, avec une structure humaine dans ce secteur, demanda-t-il. Reed se pencha sur la carte numérique, zooma, parcourut les lignes. Puis son souffle se coupa. Osprey Peak, murmura-t-elle. L'ancienne station de Rangers. Fermée dans les années 90. Nick hocha lentement la tête. Fermée, oui. Mais pas effondrée. Une forteresse naturelle. Une vue dégagée sur des kilomètres. Impossible d'approcher sans être repéré. C'est le haut poste. La pièce changea d'atmosphère en un instant. Le désespoir céda la place à l'électricité pure. Les agents, jusque-là apathiques, se redressèrent, s'approchèrent du projecteur. L'écran cartographique baignait leur visage d'une lumière bleutée. Ils avaient de nouveau un but. Une direction. Le nœud d'un ranger venait de rallumer la chasse. Reed regarda Nick. Dans ses yeux, il y avait plus que du respect. Il y avait une étincelle d'admiration. « Préparez-moi tout sur cette station », ordonna TL d'une voix redevenue tranchante. Équipe tactique, en alerte. Le jeu n'est pas fini. Nick observa la carte, son doigt posé sur le pic solitaire. Une gravité nouvelle l'envahit. C'était la fin de la partie. Le Giant's Castle, la cabane, n'avait été qu'une halte. Osprey Peak serait le repère final, le repère du dragon. L'ascension. Ils partirent avant l'aube. Le vent mordait, glacé, et chaque pas sur la pente semblait une négociation avec le vide. Le sentier disparaissait sous des amas de pierre et de givre. La station des Rangers se dressait tout en haut, silhouette grise et immobile, comme un veilleur oublié des hommes. Reed dirigeait la colonne. Nick fermait la marche. Leur respiration sifflait dans le froid, visible comme de petites âmes éphémères. Chaque rocher, chaque tronc devenait un couvert, chaque bruit un signal. Ils avançaient en silence. Des ombres parmi les ombres. Nick ressentit un étrange sentiment de familiarité. Ce type d'approche lente, ce calcul précis du terrain, cette tension presque animale avant l'assaut, tout cela réveillait en lui des souvenirs de missions anciennes, d'autres montagnes, d'autres nuits. Son corps se souvenait, même si son esprit s'efforçait de ne pas y penser. Au bout de la longue montée, ils aperçurent la station. Petite bâtisse carrée sur pilotis, ses planches avaient viré au gris argenté sous des décennies de vent. Une carcasse, à première vue. Mais Nick vit les signes de vie avant les autres. Un tuyau de poêle neuf dépassait du toit. Un carreau brisé remplacé par une bâche plastique. Et surtout, un sentier étroit dégagé de feuilles mortes, serpentant jusqu'à la porte. Quelqu'un vivait là. Ou venait d'y vivre. Les agents encerclèrent le bâtiment avec une précision militaire, se répartissant en silence. Reed donna le signal. La porte vola en éclats. Le bruit, brutal, fut aussitôt avalé par le vide colossal du sommet. « Clear !» cria la première voix. Mais dans ce cri, Nick perçut déjà une note de déception. Ils entrèrent. La pièce unique sentait la suie et la présence humaine, récente mais évanouie. 2 sacs de couchage étalés sur le plancher. Une casserole d'eau tiédie encore sur le poêle. Et, posé sur une caisse, un livre ouvert, La Reine de Lumière, celui que Robin adorait. Mais la fillette n'était pas là. Personne ne l'était. Le silence qui s'abattit fut presque physique. Reed se figea, les poings serrés. Nick baissa la tête. La montagne, une fois encore, leur avait soufflé la victoire au visage. Le vent se remit à souffler à travers les planches disjointes, apportant avec lui un froid amer, celui de la frustration, de la peur, et d'une vérité encore hors de portée. Pourtant, dans ce vide, quelque chose changeait. Car là, dans le cœur même de leur défaite, une certitude nouvelle s'enracinait, ils étaient proches. Plus proches que jamais. La piste du dragon n'était pas éteinte. Elle venait simplement de se dissimuler dans les nuages d'Osprey Peak. Et Nick Miller, en regardant la corde pendue près de la porte, le même nœud, impeccablement refait, sut alors, sans un mot, que l'histoire n'était pas terminée. La lueur après l'ombre. Une chape de silence pesait sur la station, ce silence qui suit la conviction d'être arrivé quelques secondes trop tard. À l'extérieur pourtant, quelque chose bougeait. Toby, le chien, n'était pas calme. Posté avec Nick à l'arrière du bâtiment,
il avait d'abord fixé la lisière de la forêt comme à son habitude, puis son attention s'était détournée, attirée par quelque chose de bien plus proche, le sol lui-même. Là, dissimulé sous une couche de mousse, de racines et de feuilles mortes, se trouvaient deux lourdes portes de bois presque à ras du sol. Un ancien cellier. Un gémissement sourd monta de la poitrine de Toby. Il se mit à tourner en rond, les griffes raclant la pierre. Nick lui donna un ordre bref, mais le chien ne l'entendait plus. L'agitation montait en lui, transformant ses plaintes en cris perçants. Enfin, il se mit à gratter furieusement le bord des battants de bois, ses mouvements précis, obsessionnels. Nick se pencha à ses côtés, posant une main ferme sur son dos. Il sentit le corps du chien trembler de tout son long. Ce n'était pas l'odeur d'un animal, ni même d'un être humain vivant qui provoquait pareille réaction. C'était autre chose, une trace plus profonde, plus ancienne, saturée de peur pure. Nick le sut instantanément. Ce que Toby sentait, c'était la panique de Robin. « Sarah » murmura-t-il, rauque. En bas. En une seconde, l'agent Reed et deux collègues surgirent, armes prêtes, courant vers les vieilles portes. À peine avaient-ils approché qu'un bruit étouffé résonna dessous, le cliquetis métallique d'un verrou qu'on tirait de l'intérieur. Les battants s'ouvrirent brusquement, projetant une bouffée d'air humide et terreux. Une femme surgit, haletante, les yeux fous d'effroi, comme un animal traqué. Ses cheveux bruns, emmêlés et collés par la sueur, encadraient un visage ravagé. Elle devait avoir la trentaine à peine. Cassie Stone. Mais elle n'était pas seule. Derrière elle, agrippée par le bras, se tenait une enfant. Minuscule. Terrifiée. Robin. Elle paraissait encore plus frêle que dans les souvenirs des photos. Une silhouette fragile, presque transparente, vêtue de vêtements trop grands, le visage blême et les yeux immenses, noirs comme des puits, absorbant toute lumière. Elle trébucha hors de la terre, chancelante, et le monde de Nick se brisa net. Le décor du Colorado s'effaça. La montagne, les pins, tout disparut, remplacé par une odeur âcre de poussière et de poudre. Le souffle du vent se transforma en grondement d'explosion. Ce n'était plus Robin qu'il voyait, mais Anila, la fillette qu'il n'avait pas pu sauver autrefois, à Kandahar. Son visage couvert de suie, ses yeux écarquillés de peur. Les deux images se superposèrent, parfaites, cruelles. Et au fond de lui, une seule voix hurla, « Pas encore !» Mais cette fois, le passé ne le submergea pas. Il se mua en une clarté glaciale, une force absolue. Tout ce qu'il avait fui pendant des années, la culpabilité, la douleur, les cauchemars, convergea en un seul instant limpide. Nick bougea. Sans réfléchir. Son corps réagit avant même que son esprit ne formule l'intention. Deux pas, puissants, précis. En un éclair, il se plaça entre Cassie et l'enfant, érigeant son propre corps en rempart. Il ne la toucha pas, ne prononça pas un mot. Il devint simplement un mur. Le mouvement fut si rapide, si inattendu, que Cassie hésita. Cette fraction de seconde suffit. Les agents fondirent sur elle, l'immobilisant dans un geste maîtrisé. Elle se débattit, cria, puis s'effondra, vidée, ses forces consumées. Nick, lui, resta agenouillé, s'interposant toujours entre Robin et la scène. Il se fit plus petit, moins menaçant, une présence silencieuse et protectrice. Il ne chercha pas à la toucher, ne dit rien. Il était simplement là, un roc dans la tempête. Robin, figé, respirait par saccades. Ses yeux fixaient Nick avec cette peur absolue qu'aucun enfant ne devrait connaître. Toby, relâché de son poste, s'approcha lentement. Il s'arrêta à quelques pas, s'allongea, la tête basse, émettant un gémissement doux et vibrant, comme une note de compassion. Alors seulement, Nick parla. Sa voix, rauque et tremblante, semblait venir d'un gouffre de fatigue et d'émotion contenue. Robin, c'est fini. Tu es en sécurité, maintenant. Pendant un long moment, la fillette ne bougea pas. Puis, imperceptiblement, son visage se fissura. La peur se mua en quelque chose de plus profond, une douleur ancienne qui cédait enfin. Sa lèvre inférieure trembla. Une larme, minuscule, traça une ligne pâle sur sa joue sale. Puis une autre. Et soudain, ses épaules frêles furent secouées par un sanglot muet, le premier, après 1000 jours d'enfermement. Un agent s'approcha, posa délicatement une couverture chaude sur ses épaules. Elle tressaillit, mais ne recula pas. Au loin, le battement régulier des pales d'un hélicoptère grandissait, emplissant la montagne d'un grondement rassurant.
L'aide arrivait. La reine de lumière, celle dont Robin avait rêvé dans l'obscurité, venait enfin de triompher du roi de l'ombre, porté par un soldat hanté et un chien fidèle. Nick resta à genoux, immobile, veillant sur elle. Le vacarme intérieur qu'il avait rongé pendant tant d'années s'était tu. La mission était accomplie. Le monde où Robin fut ramené n'avait rien à voir avec celui qu'elle avait quitté. Elle se réveilla dans un univers d'odeurs de désinfectants, de draps propres et de lumière crue. Les machines de l'hôpital bourdonnaient doucement, mais pour elle, ce bourdonnement était un tonnerre. Après 2 ans de silence et d'obscurité, la lumière faisait mal, les bruits la terrifiaient. On l'avait installée dans l'aile pédiatrique de l'hôpital Saint-Marie de Grand-Junction. Une petite chambre colorée, remplie de ballons et de peluches qui semblaient dérisoires face à l'abîme gravé dans ses yeux. Ses parents, Mark et Hélène Miller, ne la quittaient plus. Eux aussi paraissaient des fantômes. Le visage de Mark, creusé, ridé avant l'âge, portait le poids de 2 années de cauchemar. Il tenait la main de sa fille sans jamais la lâcher, le pouce caressant doucement ses phalanges, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle. Hélène, cette mère que Robin avait idéalisée en reine de lumière, lisait à voix basse les contes qu'elle lui racontait autrefois, espérant réveiller un souvenir familier au milieu du vide. Mais Robin ne parlait pas. Ni aux médecins, ni aux psychologues, ni aux enquêteurs. Le seul langage qu'elle connaissait encore, c'était la pression désespérée de sa main autour du bras de sa mère, une supplique silencieuse pour qu'on ne la laisse plus seule. Derrière la vitre de la porte, Nick et le shérif Tom Jenkins observaient en silence. L'accès était désormais strictement limité à la famille proche, et Nick comprenait cette décision. Il n'appartenait pas à cet espace de guérison. Sa mission s'arrêtait ici. Il avait arraché un enfant à l'ombre, mais rendre la lumière, c'était une autre guerre. Il regarda Robin sursauter lorsqu'une infirmière entra. Ce simple geste fit remonter en lui un pincement cruel, sauver quelqu'un, ce n'est que la première bataille. La vraie, celle contre les fantômes intérieurs, ne faisait que commencer. Sarah Reed les rejoignit. Son visage portait la marque de la fatigue, mais ses yeux restaient perçants. « Des nouvelles » demanda-t-elle, désignant la chambre. « Rien » répondit Tom d'une voix lourde. « Les médecins disent que ça peut prendre des semaines, des mois. Il faut lui laisser du temps. » « Du temps, on n'en a peut-être pas » répliqua Reed à voix basse. Elle se tourna vers Nick. « Jedediah Stone a fait appel à un avocat. Il garde le silence. Mais il avait un complice. Celui qui savait faire les nœuds. Celui qui a de l'entraînement. » Son téléphone vibra. Elle décrocha, écouta quelques secondes, et son expression se durcit. « J'arrive, dit-elle enfin, avant de les regarder l'un après l'autre. Cassie Stone vient de demander à faire une déclaration complète. » La salle d'interrogatoire était froide, d'un gris métallique sans âme. Cassie Stone, assise seule à la table, paraissait minuscule dans sa combinaison orange trop large. Toute la fureur, toute la panique animale qu'elle avait montrée à la cabane, s'était éteinte. Il ne restait qu'une femme vidée, brisée, les épaules affaissées, les mains jointes, comme si elle cherchait encore à se réchauffer à un feu éteint depuis longtemps. Son regard erra un instant vers le miroir sans teint. Derrière, Reed observait, impassible. Cassie semblait sentir cette présence invisible. « Je veux parler » murmura-t-elle d'une voix rauque. Chaque mot sortait lentement, comme s'il lui coûtait de respirer. « Pas pour moi. Pour elle. Pour la petite. » Et dans ce souffle épuisé, il y avait enfin autre chose que la peur, une trace de remords, un éclat d'humanité que l'ombre n'avait pas complètement consumé. Dehors, la neige commençait à tomber, effaçant peu à peu les traces du drame. Dans les montagnes, le vent gémissait à travers les pins, comme un écho du passé qui refusait de mourir. Mais pour Robin Miller, quelque part entre la douleur et la guérison, une étincelle venait de renaître. Une lumière fragile, vacillante, mais réelle, preuve qu'au-delà des ténèbres, même les âmes les plus brisées pouvaient encore apprendre à respirer la vie. La montagne des âmes réparées. Sous le poids d'une culpabilité tremblante, les mots jaillirent de la bouche de Cassie dans un flot de sanglots et de phrases hachées. Son aveu, douloureux et chaotique, se déploya comme un torrent, l'histoire d'une manipulation, d'une loyauté mal placée et d'erreurs terribles qui s'étaient enchaînées jusqu'au désastre. Elle parla de son oncle, Jedediah Stone, un homme autrefois bon, brisé par la perte de son fils, mort d'une overdose plusieurs années auparavant. Ce deuil l'avait rongé de l'intérieur, transformant sa peine en une haine farouche du monde moderne. Cassie, la seule famille qui lui restait, avait été happée par son influence.
La philosophie de Jedidia, séduisante et implacable, avait peu à peu colonisé sa vie. Mais, haletante, Cassie murmura. Ce n'était pas son idée à lui, pas vraiment. Il avait la colère, le pourquoi. Mais pas le comment. Alors, qui lui a donné le comment, demanda doucement l'agent Reed. Cassie essuya ses larmes d'un geste tremblant. Sarah, dit-elle à voix basse. Sarah Evans. Le nom resta suspendu dans l'air, lourd de sens. Une recherche rapide sur l'ordinateur révéla le dossier, Sarah Evans, 39 ans, botaniste brillante diplômée de l'Université du Colorado. Ancienne agente du service forestier américain, elle avait travaillé pendant 7 ans ici même, à Pine Ridge. Elle avait démissionné 5 ans plus tôt. Pourquoi, demanda Reed. Pourquoi une scientifique respectée aurait-elle plongé dans tout ça? Alors, la confession de Cassie toucha le cœur même du drame. Sarah, expliqua-t-elle, aimait la montagne plus que tout. Elle avait un mari et une petite fille de 6 ans, son monde entier. Mais un jour, sur la route du retour d'un camping, leur voiture avait été percutée de plein fouet par un chauffard ivre, récidiviste 17 fois. Le mari et l'enfant étaient morts sur le coup. Sarah, elle, s'était brisée. L'homme responsable avait purgé 3 ans de prison. 3 ans pour avoir détruit une vie entière. Pour Sarah, ce n'était plus un simple accident, c'était le symptôme d'un monde malade. C'est alors que Jedidia l'avait trouvé, consumé par le deuil. Il ne lui offrit pas la consolation. Il lui offrit une raison. Il lui dit que ce n'était pas un conducteur ivre qui avait tué sa famille, mais tout un système pourri qui permettait à des monstres de continuer à rouler libre. Et il lui offrit une cause, combattre ce monde brisé. C'est ainsi que Sarah Evans, forte de son savoir des montagnes, devint l'architecte du plan. C'était elle qui connaissait les mines désaffectées, les cabanes abandonnées, les anciens postes de rangers oubliés dans les hauteurs. C'était elle qui avait fortifié le vieux refuge de chasse, elle qui avait conçu l'abri imprenable d'Osprey Peak. Jedidia en était la voix, Sarah, les mains et l'esprit. Où est-elle maintenant, demanda Reed, la voix froide comme la lame d'un couteau. Cassie répondit, frémissante. Elle a une cabane, loin du réseau, près de la forêt d'Uncompahgre. C'est laquelle se réfugiait quand tout devenait trop bruyant. C'est laquelle devait aller après la station. L'opération fut rapide, silencieuse, chirurgicale. Grâce aux indications de Cassie, une équipe tactique fut héliportée dans les montagnes. En 2 heures, ils encerclèrent une petite cabane dissimulée au fond d'une vallée. Nick, Reed et Toby étaient à bord de cet hélicoptère. Nick avait insisté pour y être. Il voulait voir la fin, regarder dans les yeux la femme qui avait conçu la prison de Robin. Mais il n'y eut ni fusillade ni résistance. Quand la porte fut enfoncée, Sarah Evans était assise à une table de bois, une tasse de thé froid devant elle. Une carte topographique s'étalait sur la table, inutilisée. Elle fixait le mur, le regard absent. C'était une femme ordinaire, aux cheveux bruns coupés courts, aux yeux intelligents mais vides et des yeux consumés par un chagrin si profond qu'il avait fini par devenir une flamme glaciale. Quand les agents envahirent la pièce, elle les observa avec une lassitude résignée. Le jeu était fini. Elle ne lutta pas. Lorsqu'ils lui passèrent les menottes, elle ne dit rien. En sortant, son regard croisa celui de Nick. Dans ses yeux, il ne vit ni remords ni peur, seulement un désert immense, celui d'une âme qui avait perdu son chemin. Jedidia était l'idéologue. Cassie, la main forcée. Mais Sarah. Sarah était la tragédie même, un esprit brillant dévasté par la douleur, remodelé par la haine, devenu l'instrument de la cruauté qu'elle prétendait combattre. Le triangle noir venait de s'effondrer. 6 mois passèrent. Les neiges tombèrent puis se retirèrent, nourrissant les ruisseaux que Robin appelait autrefois ses sentiers de peur. La justice suivit son cours. Le procès se termina. Les journalistes plièrent bagages, laissant Pine Ridge à son silence ancestral. Jedidia Stone et Sarah Evans, restés inflexibles, furent condamnés à la réclusion à perpétuité. Cassie Stone, dont les larmes avaient aidé à dévoiler la vérité, reçut une peine plus légère. Le tribunal reconnut qu'elle avait été manipulée jusqu'à la destruction. Mais pour ceux dont la vie avait été bouleversée, la fin juridique ne marquait pas la fin humaine. La ville respirait à nouveau d'un souffle prudent, fragile. Les montagnes semblaient plus grandes, plus graves, comme si leurs flancs portaient désormais la mémoire de ce qu'elles avaient vu. Dans sa cabane, Nick Miller n'était plus un fantôme.
La solitude qui autrefois l'enveloppait comme une armure s'était peu à peu fissurée. Sur son réfrigérateur, un dessin d'enfant colorié au crayon montrait un grand chien gris et un homme barbu. Sur le comptoir, un sac de friandises pour chien cadeau des parents de Robin. La vie avait retrouvé son chemin dans le silence, non plus comme une barrière contre le monde, mais comme une paix choisie. La guérison avait été lente, fragile. Quand Robin était rentré de l'hôpital, Nick s'était tenu à distance. Il savait que sa présence pouvait réveiller le souvenir du drame. Il envoyait seulement des nouvelles par le shérif Tom, demandant comment elle allait. Jusqu'au jour où Mark Miller, le père de Robin, frappa à sa porte. Son visage portait la reconnaissance et la fatigue. « Elle a demandé après toi, dit-il. Elle a parlé de « l'homme au chien gris ». Elle ne parle pas beaucoup, mais elle a demandé. Alors commencèrent les visites. Timide, silencieuse d'abord. Nick s'asseyait sur le perron des Miller pendant que Robin jouait dans l'herbe. Toby, fidèle et calme, veillait, couché près d'elle. Nick ne cherchait pas à la faire parler. Il se contentait d'être là. Le jour où la fillette lui tendit son jouet préféré pour que Toby le garde fut pour lui une victoire plus précieuse que toutes les médailles qu'il avait reçues. 3 mois plus tard, un soir d'été, Mark et Hélène lui demandèrent d'être le parrain de Robin. Nick resta sans voix. « Je ne suis pas ce genre d'homme, balbutia-t-il. Hélène posa une main sur son bras. Ses yeux brillaient de larmes. Nick, tu es exactement ce genre d'homme. Aujourd'hui, ils marchaient ensemble sur un sentier paisible. Plus de crevasses ni de ruisseaux traîtres, seulement une piste baignée de soleil, longeant un ruisseau rieur. Robin, 10 ans à présent, marchait un peu en avant, sa main glissant parfois sur la fourrure épaisse de Toby. La peur s'était effacée de son regard. Elle restait réservée, marquée par ce qu'elle avait vécu, mais une douce curiosité renaissait. Nick s'était fait une promesse, il ne lui apprendrait pas à survivre, à dresser des pièges, à construire des abris. Les montagnes avaient été sa prison et elles deviendraient désormais son sanctuaire. « Ferme les yeux un instant, dit-il doucement. Elle obéit sans hésiter. « Écoute. Ne pense pas, écoute seulement. Dis-moi ce que tu entends. » Toby s'assit à ses pieds, la queue battant doucement le sol. « L'eau, murmura-t-elle. On dirait qu'elle parle. » Elle parle, confirma Nick. Et quoi d'autre? Un oiseau, celui qui tape sur les arbres. Un pic-vert, dit-il. Il cherche son repas. Et encore? Le vent, il ne sonne pas pareil dans les pins que dans les trembles. Dans les pins, il chuchote plus bas. Nick sourit. C'est vrai. Tu entends la vraie voix de la montagne. Il ne lui apprenait pas à dominer la nature, mais à en faire partie. À remplacer le souvenir du froid et de la peur par celui du soleil, du murmure des ruisseaux et du feu apaisant. Chaque promenade, chaque instant de silence partagé, tissait une couche nouvelle de mémoire douce par-dessus les anciennes blessures. Ils atteignirent une clairière surplombant la vallée, un océan vert et doré s'étendant jusqu'à l'horizon. Robin s'assit sur un rocher tiédi par le soleil. Toby posa la tête sur ses genoux. Nick resta debout derrière eux, contemplant le paysage. Il pensa à Kandahar. Il pensa à Anila. La douleur n'était plus une lame. Elle était devenue une cicatrice tendre, une tristesse durable mais paisible. Il n'avait pas pu sauver Anila. Mais cette perte l'avait conduit ici, vers Toby, vers la mine, vers Robin. Il n'avait pas sauvé Anila, il avait sauvé une autre vie. Et ce faisant, il avait sauvé la sienne. Nick. La voix de Robin était claire et calme. Les montagnes, elles ne me font plus peur, dit-elle. C'est parce que tu n'en es plus la prisonnière, répondit-il. Tu en es l'ami. Elle leva vers lui un regard limpide, habité d'une sagesse d'enfant ancienne. C'est parce que toi et Toby êtes là. Un sourire naquit sur les lèvres de Nick. Une chaleur douce lui emplit la poitrine, ce sentiment qu'il croyait mort depuis longtemps. Il n'était plus un fantôme. Il était un parrain, un protecteur, un ami. Ils restèrent ainsi, 3 silhouettes apaisées dans le silence doré de l'après-midi. Le vent murmurait dans les pins. Le soleil glissait sur leurs visages. Puis ils reprirent le sentier, Toby trottant joyeusement entre eux. Robin s'élança pour attraper un papillon, son rire éclatant dans les bois. Nick la regarda s'éloigner, le cœur léger. Lui et Toby, 2 vieux soldats, avaient enfin trouvé la paix non pas dans la solitude, mais dans ce petit coin du monde qu'ils avaient choisi de protéger.
Le lien entre un vétéran et son chien est une promesse silencieuse, celle de guérir les blessures qu'aucun regard ne voit. Et parfois, dans la mission de sauver une autre âme, on découvre que c'est la nôtre que l'on vient de libérer.